Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Merci de regarder votre programme 1945 à partir de Kinshasa sur C-Direct. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Ngoï Kassanji. Il est député national et il a dirigé la province du Kasaï oriental. Avec lui, nous allons commenter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être avec nous sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci. Alors, la première question que je voudrais vous poser, donc en votre qualité de député national évidemment, alors 3 ans après le départ du président Kabila, 3 ans après, quel est votre regard critique sur la marche de la République démocratique du Congo, la gestion du pays? Bien, la marche, le pays avance toujours, donc avec Joseph Kabila, il a fait ce qu'il pouvait. Le pays a avancé. Maintenant, nous sommes avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il fait tous ses efforts. Ça marche aussi. Il y a des points forts, il y a des points faibles. On a suivi dernièrement les rapports des Nations Unies donc en ce qui concerne les droits de l'homme. On a trouvé qu'il y a des avancées significatives sur toute l'étendue de la République, où on a avancé à 50% par rapport à ce qui se faisait jadis. Et puis dans les zones où il y a la DEF en Ituri et au Nord Kivu, on est à 10% selon les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies. Et donc, ça veut dire qu'il y a un pas. Nous avons la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Bon, c'est aussi quelque chose de bien. Bon, il y a d'autres plans où... Visiblement, vous le dites sans conviction. Je les parle avec conviction. Ok. Alors, quand on regarde l'indice du développement humain, il y a 3 ans, vous pensez que l'homme congolais a avancé il y a 3 ans avec le régime actuel? Effectivement, il y a des points forts et des points faibles. Je dirais qu'aujourd'hui, quand j'ai suivi le lancement de la campagne sur le civisme, le paiement des taxes et impôts, quand je vois l'adhésion qu'il y a, ça veut dire qu'il y a une certaine évolution. Mais écoutez, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à quitter le PPRD, à rejoindre le FCC et à rejoindre l'Union Sacrée? Bien, vous savez qu'un homme politique est celui qui a une vision et qui veut matérialiser cette vision-là. Et il doit répondre aussi aux aspirations de la population, de la base. Sinon, vous n'êtes pas politicien. Et donc, à un moment donné, j'avais trouvé que ma voix ne portait plus. Au sein du FCC? Au sein du FCC. Ce que nous disions n'était pas entendu. N'était pas entendu. Donc voilà pourquoi j'avais décidé de quitter. Mais pourquoi avoir attendu seulement le moment où Félix Tshisekedi est arrivé? Non, mais... Il fallait les dénoncer bien avant. Ça, vous ne l'aviez pas fait. J'avais toujours dénoncé. On m'entendait. Mais à un moment donné, les dirigeants ont fermé les portes. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas continuer. Et ça veut dire qu'aujourd'hui... Vous voyez que le bateau coulait. J'avais attiré l'attention des dirigeants, qu'on allait sur un mauvais chemin. Et quand on ne m'a pas écouté, bon, je suis parti. Qu'est-ce que vous dénoncez au sein du FCC aujourd'hui? Bien, il y a une léthargie au niveau des décisions. Qui prend les décisions, vous ne savez pas. Donc vous devez être là à attendre. Vous ne savez pas qui prend les décisions? On ne sait pas. Mais pourtant, il y a un coordonnateur du FCC. Mais je vous dis, c'est que nous vivions. Nous vivions et qu'il n'y avait plus de décisions. Vous êtes en réunion, vous êtes en train de discuter, vous repartez, vous devez revenir sur les mêmes histoires. Et donc, il n'y avait pas une organisation comme telle. Vous ne savez pas comment les décisions se prenaient, à quel niveau. Donc, le FCC n'était pas structuré? Pas structuré. Donc, on a un coordonnateur là. Mais lui, à lui tout seul, il pouvait tout faire. À un moment donné, on m'a confié les responsabilités. J'ai signé au nom du FCC sans être ni coordonnateur ni qui que ce soit.
Donc vous voyez, j'ai engagé le FCC et tout ça pour l'organisation de la marche. J'ai signé des documents sans être... sans en avoir la qualité. Sans avoir une responsabilité. Vous voyez? Donc, il y avait du n'importe quoi. Alors, maintenant que vous êtes dans l'Union sacrée, là, c'est structuré. Pas encore. Donc, ici, on attend encore la structure officielle, mais j'ai cru entendre, à partir de la réunion qu'on a eue, qu'il y aura une structure qui s'occupera de la coordination parlementaire de l'Union sacrée. Alors, depuis que vous êtes là, vous tenez régulièrement des réunions? Pas du tout. On ne tient pas régulièrement les réunions, mais on les tient quand il le faut. Ok. Alors, vous êtes député national, ça je l'ai dit. Vous êtes le représentant du peuple, de la population congolaise. Est-ce que vous faites votre travail de façon convenable, s'il faut faire un bilan personnel, vous-même? Personnellement, je suis satisfait de ma production parlementaire, dans la mesure où aujourd'hui, j'ai quand même quelques résultats, notamment la baisse des billets sur le vol domestique. C'est mon œuvre. C'est vous? C'est mon œuvre. Donc nous avions reçu le Premier ministre à l'occasion de son discours d'investiture. Et à cette occasion, nous avions été informés, donc à partir du document nous déposé par le Premier ministre, qu'il fallait ajouter sur le prix des billets, les go pass, ainsi de suite. C'est ainsi que j'étais intervenu pour dire au Premier ministre, il y a un problème, monsieur le Premier ministre, on ne vous dit pas la vérité. Vous ne devez pas faire transporter une corvée à la population éternellement. Donc, il faut appliquer la politique de la vérité des prix. Donc, comment voulez-vous? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui peut motiver le prix du billet en quittant Mbuji-Mayi et en Kinshasa vers Johannesburg? Vous êtes là à peu près 4h30 ou 5 heures de vol, mais vous payez la même chose, 500 quelque chose, la même chose que celui qui quitte Kinshasa vers Mbuji-Mayi, il paye la même chose, 1h20, donc je peux dire en aller-retour, on est à 2h40. Mais vous payez la même chose que celui qui va en Afrique du Sud, qui fait en aller-retour environ 4, 9 heures ou 10 heures. Donc j'ai dit, il y a un, ça ne va pas. Vous quittez Kinshasa vers Dubaï, donc c'est 6 heures de vol. Alors en aller-retour, vous êtes à 12 heures, vous payez 500-600 $. Mais monsieur le député, est-ce que vous pensez que vous êtes allé au fond de votre démarche en vous battant pour que les prix du billet d'avion baissent sensiblement, mais en retour, les entreprises aériennes récupèrent de l'argent à travers les bagages? Parce qu'aujourd'hui, les kilos qu'il y avait précédemment ont augmenté. On n'a plus droit à 25 kilos. Bien, je sais que... Vous êtes au courant? J'ai vu les correspondances que le ministre de l'économie a publiées. Bon, tu sais, les gens doivent s'habituer. Une réforme commence toujours par quelques résistances, ainsi de suite. Mais je sais que... C'est la résistance, hein? À un moment donné, les compagnies aériennes n'acceptaient même pas les bagages accompagnés. Aujourd'hui, elles acceptent. C'est que nous sommes en train d'aller... Parce que nous avons souffert dans ce pays du manque de l'autorité de l'État. Donc l'autorité de l'État était absente. Aujourd'hui, que l'État doit vivre, on rétablit les choses. Il faudrait que quelque part, les compagnies apprennent qu'elles doivent à un moment donné obéir. Si on n'obéit pas, c'est qu'il n'y a pas d'autorité. Alors, l'autre question, ça c'était à titre personnel par rapport à votre bilan en tant que député, ça vous l'aviez dit, mais de façon collective. Est-ce que l'Assemblée nationale a un bon parcours jusqu'ici, à votre avis? Je sais que ça n'avait pas bien fonctionné. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a fait partir l'ancien bureau. Donc, parce qu'on avait l'impression que la démarche parlementaire n'était pas respectée. Nous, députés... Vous aviez l'impression ou la démarche ne... Bon, c'était ça que ça ne marchait pas. Okay. On bloquait les initiatives parlementaires. Donc voilà pourquoi l'ancien bureau est parti
Et maintenant, on a les nouveaux bureaux. Et les députés ont chauffé un peu. Hein. Ils ont chauffé, ils ont dit non, vous ne devez pas bloquer nos démarches, nos initiatives parlementaires, notamment liées au contrôle parlementaire. Vous devez laisser les députés contrôler le gouvernement. Et voilà, les discours du président de l'Assemblée à l'ouverture de cette session ici, ont montré les signaux forts du travail que les députés doivent faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'IGF, ainsi de suite. Parce qu'on dit que l'IGF naît de vos cendres. Parce que l'Assemblée nationale est complètement absente dans le domaine du contrôle. L'IGF fait ce travail à votre place. Mais vous avez entendu le discours du président de l'Assemblée, Bosso, à l'ouverture de la session. Il a dit, fini la récréation. Maintenant, c'est le travail. Et nous devons... D'ailleurs, on a lancé deux commissions, une qui va s'occuper du contrôle des concessions minières et des concessions forestières agricoles, et puis l'autre, les titres, va contrôler les titres miniers. Et j'ai sollicité l'élargissement de cette mission-là pour contrôler la SACIM par rapport à ces ventes effectuées en Belgique. Voilà, alors on va y revenir, puisque vous avez ouvert une parenthèse à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe dans le Kasaï oriental? Vous avez dénoncé le pillage systématique des diamants. Et vous avez d'ailleurs cité l'entreprise en question. Alors, essayez un peu de nous dresser ce tableau. Pour ceux qui nous suivent à l'étranger, qu'est-ce qui se passe dans votre province? Bien, vous savez, quand j'étais en fonction comme gouverneur, les shipments de l'Amiba se vendaient ici à Kinshasa à plus ou moins 25 $. S'ils ont raté, ils en étaient à 20 $. Mais curieusement, il y a plusieurs mois où ça ne marchait pas. Ils ont commencé à exporter les diamants vers la Belgique. Et là, la vente s'effectue à 9 $. Nous sommes au courant des prix des diamants sur le plan international. C'est un manque à gagner là. Un grand manque à gagner, plus de la moitié. Oui. Qu'est-ce qui a justifié ça? Parce que dans les rapports, c'est les documents qui publient les prix des diamants sur le plan mondial. Mais on n'a pas vu cette baisse de plus de 50%. Alors, ce qui frise un pillage au profit des individus. Donc, cette vente-là a profité. Il y a plus de la moitié d'argent qui est entré dans les poches des individus. Donc, voilà ce que j'ai appelé un pillage à grande échelle. Et c'est inadmissible parce que ça fait un manque à gagner à l'État congolais, à la province et au peuple kassaïen. Et est-ce que déjà, avant que vous ne demandiez, vous, à titre personnel, une enquête sur cette situation, est-ce que vous avez pu contacter cette entreprise? Parce que d'après les informations, c'est une entreprise chinoise. J'ai eu à contacter l'entreprise. J'étais gouverneur, je connais les responsables de l'entreprise. Oui. Je leur ai dit qu'il y avait un ça ne va pas. C'était quoi la réponse? Elle n'était pas satisfaisante? Non, il y a eu un problème de Covid. J'ai dit oui, Covid, oui, mais les rapports est là. Donc, il n'y a pas eu... La baisse n'était pas au niveau de plus de la moitié, plus de 50%. Non. Examinons-nous tous les rapports. Et il y a eu les marchandises des particuliers qui sont allés en Belgique, qui ont été vendus à plus de 20 $. Comment justifier que dans votre marchandise, vous avez toutes les bonnes pierres? Vous avez là-bas les special stones, les makeable stones, ainsi de suite. Que vous allez vendre cette production à 9 $, même au moment où il y a eu une commande. Parce qu'il y a eu quelques mois, il y a eu une forte commande en Belgique, du diamant de chez nous, diamant industriel, du diamant de joaillerie. Mais pendant cette période-là, vous avez continué à vendre à 9 $. Alors, ce qui est curieux est que la dernière vente, le dernier tender organisé à Kinshasa ici, oui, a produit plus de 19 $. Plus de 19 à Kinshasa. À Kinshasa. Alors qu'au Kasaï, il y a cette disparité, cette différence. Pas au Kasaï. Les diamants étaient exportés en Belgique. En Belgique. S'ils vendaient ça à Anvers. De 9 $, là, je vous dis, le prix d'Anvers. Hein? Quand on y ajoute les transports, les séjours, ainsi de suite, on est en dessous de 9 $. Alors qu'ici, ils viennent de vendre les derniers tenders à plus de 19 $, environ 20 $. Donc, où partait l'argent? J'ai posé la question, où partait l'argent? C'est ainsi que je leur ai dit, je vais demander une mission parlementaire
pour contrôler, parce que je sais ce qui s'est passé. Il y a eu tout un système mis en place au niveau des dirigeants, et visiblement, vous connaissez même les individus. Et vous pensez que c'est de mèche avec le CSC. Ça s'est passé comme ça. Comment est-ce qu'on peut évaluer, les évaluateurs peuvent évaluer la marchandise de la SACIM à $9? Comment? Qu'est-ce qui a motivé ça? Donc j'ai les manifestes, j'ai le contenu de chaque shipment, et je vois qu'il y a eu vraiment une sous-évaluation volontaire pour que ça profite aux individus. Et à ce propos, vous avez pu obtenir cette enquête parlementaire. J'ai obtenu hier une incise qui a fait qu'on élargisse cette commission qui s'est limitée simplement à contrôler les titres miniers. Et maintenant, on va aller jusqu'à contrôler la SACIM, les ventes qui étaient effectuées en Belgique et qui sont les responsables. D'accord. Alors, toujours en ce qui concerne votre travail en tant que député, pourquoi acceptez-vous que l'état de siège soit définitivement prorogé alors qu'on est au-delà même des limites légales? Il n'y a pas les limites définies pour un état de siège. Pour moi, les limites, c'est la fin du terrorisme qui sévit à l'Est, les tueries là-bas. Ça veut dire, avec ça, nous sommes partis de façon indéfinitive avec des gouverneurs militaires. Cela veut dire que moi, je ne crois pas. À ce que je sache, je ne crois pas que les opérations militaires dureraient éternellement. C'est comme pour dire qu'on n'aura pas la paix. Non, nous sommes un pays qui aspire à la paix. D'ailleurs, nous le chantons dans notre hymne national. Donc nous devons retrouver la paix pour nos concitoyens. Ils doivent vivre chez eux, dans leur pays, comme il le faut. Et donc, on est en train de voir qu'on ne confonde pas. Il y a des prouesses réalisées par l'armée, notre armée, en termes de récupération des territoires. Là où il y avait les ADF, ils sont en train de récupérer notre armée. Mais maintenant, il y a une guerre asymétrique liée au terrorisme. Ça a toujours été le cas. Les terrorismes, on les combat avec les armes appropriées. Mais cela n'empêche pas qu'un terroriste frappe à New York, par exemple. Un terroriste frappe à Paris, on est en train de suivre. Et donc, cette guerre-là, nous apprécions la collaboration, la coopération qui existe entre nous et les États-Unis. Que les gens ne négligent pas cette mission effectuée par les inspecteurs de l'armée américaine qui sont venus voir quelle approche prendre pour pouvoir combattre cette guerre asymétrique. Alors, depuis son effectivité, au mois de mai jusqu'à présent, quel est le retour que vous avez, vous, en tant que député national? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats obtenus sur terrain dans les régions à problème? Au regard du rapport que nous avons, parce qu'on a évalué l'état des sièges au niveau de l'Assemblée nationale et de notre commission de la défense, il y a des avancées significatives pour lesquelles il faut féliciter notre armée, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que une guerre liée aux actes terroristes, il faut aussi une approche beaucoup plus pragmatique, spéciale, pour pouvoir mettre un terme à ça. Monsieur le député, en passant, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, le président de l'Assemblée nationale, en parlant aux députés, notamment les députés de la partie orientale, de l'Est, il leur a dit « quittez les groupes armés ». Il était sérieux en leur disant « quittez les groupes armés ». Vous pensez qu'il a été sérieux en disant ça? Bien, parce que les informations qui nous provenaient de là faisaient état des responsables qui étaient derrière les groupes armés. On sait comment ces histoires ont commencé. Vous voyez, il y a eu des petits groupes de résistance face à l'envahissement de certains pays voisins, ainsi de suite. Pour se protéger, les responsables ont recouru vers des groupes de protection, les groupes d'autodéfense. Et chemin faisant, bon, ces groupes se sont agrandis, bien, ils ont eu d'autres aspirations. C'est ainsi que probablement le président croyait, en disant ça, que les députés seraient aussi dans ces groupes-là. Croyez. Les députés croyaient, oui, seraient. Oui. Alors, il a dit ça, les députés se sont défendus. Oui. Nos collègues se sont défendus, ils ont dit non, on n'est pas là. Nous, on ne peut pas être derrière les groupes armés.
Et ils se sont défendus et nous avons trouvé qu'ils avaient raison. Donc ça a été un faux pas. Il n'y a aucun député, il n'y a aucun parlementaire issu qui est dans les groupes armés, tireur de ficelle de groupes armés. Vous pouvez avoir l'information. Oui. Et vous provoquez un débat pour la vérifier. C'est ce que le président a fait. Il a provoqué un débat, les députés se sont défendus et on a compris. Voilà. Alors, monsieur Ngoï Kassanji, vous avez été gouverneur, je l'ai dit, gouverneur du Kasaï oriental. Pourquoi le diamant du Kasaï oriental ne profite pas à la population? On dit qu'il y a de la misère. Les gens demandent de l'argent, la population est dans une situation catastrophique. Pourquoi ce diamant ne profite pas à la population? J'aimerais faire une mise au point. Je sais que certains de nos frères s'illustrent à faire des campagnes qui n'ont pas de sens. Moi, je ne sais pas quel est le type de vie qu'on est en train de vivre en Bujumaï, au Kasaï oriental, qu'on ne vit pas ici à Kinshasa. Il n'y a pas la misère là-bas? Qu'on ne vit pas à Kinshasa. C'est la même chose, comme au Congo, partout au Congo. La vie est la même. Je ne vois pas la différence. Où est-ce qu'on ne demande pas de l'argent? Ici à Kinshasa, arrivé à l'aéroport, on vous tend la main, on vous demande. Où est-ce qu'on ne demande pas? Moi, même à New York, il y en a qui ne font que ça. Vous arrivez à New York, vous atterrissez. Même à Bruxelles, allez-y. Vous trouverez les Marocains et les autres en plein cœur de Bruxelles en train de demander. Alors, il ne faut pas qu'on fasse une mauvaise campagne pour ternir l'image de notre province. La population du Kasaï oriental vit comme toutes les autres populations du Congo. Vous êtes enregistré quand vous dites ça. Je vous l'ai dit, je suis sérieux. D'ailleurs, même avec plus ou moins un pas. Plus que qui? Je ne dis pas, écoutez, parce que si on ne travaille pas, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Évidemment. Il faut travailler. Oui. L'homme mangera à la sueur de son front. Mais quand il n'y a pas de travail. Le travail, est-ce qu'on peut manquer du travail en RDC? Il y a des gens qui manquent du travail. À moins que vous... Il y a des gens qui manquent du travail. Parce que vous voulez, les gens pensent toujours à autre. Nous sommes un pays où un grain tombe, même les raisins poussent ici. Quelque chose tombe, vous avez les légumes, vous avez... Qu'est-ce qui vous empêche de faire les légumes, un champ de légumes? Vous les vendez pour vivre. Donc, les gens n'ont pas d'approche. Nous avons ici, même quand j'entends le gouvernement crier au surgelé, autres, nous sommes ici, par exemple, à Kinshasa, nous sommes sur une cuvette centrale. L'eau, nous avons étudié en géographie, les rivières, ils parcourent en décrivant l'arc-en-ciel, ainsi de suite. Vous êtes là, on ne peut pas faire les étangs pour avoir les poissons. Nous qui avons grandi là où on le fait, on avait vu un projet de pisciculture en Gandachik là-bas, mais qui nourrissait Mbujimaï, qui nourrissait Mwenadi, un peu partout. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Quelqu'un ne peut pas avoir son étang et il fait ça, il mange. Si vous ne travaillez pas, ce n'est pas un problème de tel ou tel ou tel. Alors, mais aussi il y a la paresse.